Déjà, petite annonce, si vous voulez être, mis au courant, en direct des lives, vous pouvez aller sur le Discord. Donc ici, là, vous allez en dessous de la chaîne et vous avez des liens. Je vous ai mis Discord, Twitter, YouTube, Instagram. Donc le Discord, hein, vous pouvez, aller dessus et je mets des mentions pour que les gens soient prévenus du live. Hop, voilà. Hem, quoi d'autre? Ah oui, si vous ratez des lives, je les enregistre en fait et je les mets en rediff. Donc j'ai fait une chaîne spéciale pour ça. Tac. Donc c'est Livre et Science TV. Pour l'instant, j'ai pas mis le premier live encore, mais ce sera fait, dès que je pourrai mettre les liens, il faut que j'active un truc, voilà, si vous avez raté le premier live, vous pourrez le voir sur cette chaîne-là. Donc, bah, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez. Voilà, je le mettrai sur le Discord aussi. Et alors pour aujourd'hui, je vous propose, 2 trucs. Déjà de faire une petite revue de l'actualité scientifique. Donc là, vous voyez, j'ai déjà ouvert quelques onglets donc ça je peux fermer, ça aussi. Voilà, on va se balader un petit peu, regarder un peu quelle est l'actu scientifique. Alors souvent sur les sites, du genre, Futura, Science et Vie, Science et Avenir, c'est beaucoup d'activités d'astro, donc bon, ce sera orienté un peu astro. Mais bon, on aime ça, il y a pas de souci. J'ai pas trouvé de rubrique, physique, par exemple. Donc c'est vraiment l'astro qui intéresse les gens, faut croire. Et dans une deuxième partie, comme annoncé, je vous parlerai, on va lancer le petit concept un peu nouveau là. Donc ça s'appelle une Wikibalade et ce que je vais faire, c'est, faire ce que je fais déjà moi-même, hors live, hein, habituellement. C'est de me perdre un petit peu en partant de Wikipédia, mais pas forcément en restant sur le site, hein. D'aller d'un article à l'autre donc je pense que assez régulièrement, j'irai directement sur article au hasard et on verra ce qu'on trouve. Mais là, pour les premiers, j'avais pour idée de partir des prix Nobel de physique, en fait, et de les faire dans l'ordre. On va peut-être pas tous les faire, hein, mais voilà, regarder les premiers prix Nobel de physique, du début du XXe siècle et de voir un peu, en cliquant où ça nous amène, quoi. Donc ça, ce sera dans la deuxième partie du live. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions qui sont reliées à ce qu'on est en train de voir ou même autre chose, une question que vous avez sur la physique ou autre, sur les vidéos, n'hésitez pas, hein, voilà, on est là pour ça, on est en petit comité là, donc faut pas hésiter à en profiter. Voilà, donc je vous propose de commencer cette revue, d'actualité. Merci Oxoloki. Ouais, je pense que c'est une bonne idée cette histoire. On verra ce que ça donne. On va les prendre dans l'ordre. Donc Artemis, les 3 raisons principales du retour des Américains sur la Lune. Donc ouais, les missions Apollo, je ne sais pas de quand ça s'est arrêté, mais ça fait longtemps, hein. Un seul P, Apollo, mission, tac. Voilà, de 68 à 72. Heu et je ne sais pas s'il y en a eu depuis, hein. Je suis pas un spécialiste de l'histoire, spatiale, mais en tout cas, voilà, en tout cas, le gros des vols ont été faits dans les années, fin des années 60, début 70 et ça fait très longtemps que les Américains sont pas allés sur la Lune et les humains tout court. Donc maintenant ça s'appelle Artemis. Après Apollon, c'est Artemis, donc il reste dans le thème et donc il y a Orion qui est en train de se rapprocher, qui bat le record de distance, d'un véhicule, spatial habitable et pas habité. Et donc voilà, là, il parle des intérêts qui justifient le retour sur la Lune. Voilà, donc on va lire un peu. Bon, ça, c'est la vidéo. Tac. Donc son intérêt de préparer une première mission pour Mars. Je n'arrive pas à rejoindre le Discord, le lien n'est pas bon. Ah, OK. Faut que je crée une invitation. Alors attends, je vais faire ça là. Ouais, ouais, je vais créer l'invitation. Tac.
Inviter des gens, copier. Voilà, je t'ai mis le lien là. Normalement, ça devrait marcher. Dis-moi si c'est bon, Neorig. OK, donc effectivement, super, OK. Effectivement, le but, c'est à terme d'aller sur Mars, mais bon, le but, c'est d'y aller par étapes aussi. Donc ça, c'est une des raisons qui est annoncée en tout cas. Donc ils veulent s'installer au pôle sud de la Lune. Donc c'est censé être une région très intéressante, d'un point de vue scientifique et voilà, la raison principale qui pousse les États-Unis à retourner sur la Lune est plutôt géopolitique. Ça a toujours été un peu le cas avec le spatial. Il y a une sorte de correspondance entre, la manière dont le spatial se développe et la géopolitique. Quand il y avait la guerre froide, c'était vraiment la concurrence entre les Russes et les Américains. Et après, quand il y a eu un réchauffement, il y a eu beaucoup plus de collaboration avec, la Station spatiale internationale. Et là, maintenant que ça se refroidit à nouveau et ben, il y a à nouveau de la compétition. Donc c'est assez, il y a un parallèle qui se fait assez facilement. Et maintenant, bah, il y a les Chinois effectivement. Donc les Chinois ont fait de leur installation sur la Lune un objectif et les Américains ne veulent absolument pas la laisser à la Chine. Cela dit, il ne faut pas comparer l'ère Apollo, donc la première ère des années 60-70, à celle d'Artémis. C'est pas les mêmes enjeux idéologiques et de suprématie. Heu, voilà, effectivement, quand il y avait, dans les années 60, il y avait beaucoup de premières. Bonjour, Geekman. Il y avait beaucoup de premières. C'était, bah, il y a eu le premier vaisseau spatial, le premier vol habité par des animaux, le premier vol habité par des humains. Donc ça, tout ça par les Russes. La 1re mission sur la Lune et cetera. Là, c'est un peu moins exceptionnel parce qu'on refait les choses, mais bon, ça reste quand même à chaque fois un exploit de faire ça. Voilà et de fortes rivalités et la Chine est l'adversaire désigné. Voilà. Heu, donc la Chine est loin d'avoir la puissance spatiale des États-Unis, qui a un budget supérieur, mais depuis peu, elle a acquis une posture de parité dans de nombreux domaines qui inquiètent les Américains et ces derniers ont besoin d'un adversaire pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, ça c'est un peu triste, mais c'est comme ça, hein. C'est souvent quand il y a un peu de conflit, un peu de guerre que les avancées technologiques sont les plus rapides ou les avancées spatiales. Voilà, donc alors que s'achève l'ère de la Station spatiale internationale et que s'ouvre l'ère des missions lunaires, donc là, on est vraiment à un tournant. Effectivement, la station ISS, elle a fait son travail et il y a d'autres objectifs qui sont mis en place, maintenant. Il n'est pas certain que la multiplication des projets d'utilisation et de colonisation de l'orbite basse terrestre aurait été suffisamment enthousiasmant pour le peuple américain et ses dirigeants pour justifier le budget important de la NASA, 26 milliards. Donc effectivement, ce budget, en proportion, il a plutôt diminué depuis les années, Apollo et on a vu, ben, des entreprises privées essayer de bonjour, Didier Scooter. Des entreprises privées essayer de prendre le relais avec, SpaceX et voilà les entreprises de de des milliardaires, toujours en collaboration avec la NASA. Voilà, ils font jamais ça dans leur coin, il y a des budgets communs entre le privé et le public, parce qu'il y a besoin d'énormément d'argent pour faire ça et puis voilà, pour accéder à la station ISS, hein, c'est une station internationale et donc, associée aux nations, pas aux entreprises privées. Et donc, bah, ils mettent en point de mire la Lune et Mars pour justifier un peu plus de budget. Parce qu'effectivement, bah, mettre des satellites en orbite basse, ça, on sait faire. On est un peu blasé alors que bon, ça, à chaque fois, c'est quand même exceptionnel, hein. Mais ouais, il y en a beaucoup maintenant. OK, donc là, on a une jolie, image d'artiste, avec, ce que pourrait donner, hem, une station lunaire. Donc là, il y a l'ESA, la NASA, heu et ça fait un peu penser à la scène de 2001, l'Odyssée de l'espace, là, la scène sur la Lune. C'est assez joli comme image. OK. Alors, la Lune offre un terrain d'essai réaliste pour tester les technologies. Alors, effectivement, vu que la gravité est beaucoup plus faible sur la Lune, ça peut être une sorte de base de lancement pour aller plus loin. Donc, entre guillemets, on fait le plus dur en allant sur la Lune, en s'arrachant de la gravité terrestre.
et après il y a peut-être un peu moins d'énergie à dépenser pour partir de la Lune et aller, sur Mars, par exemple. Voilà, un terrain d'essai pour tester les technologies, l'utilisation de ressources et les habitats. Donc ça, c'est vraiment un défi important, essayer de construire des habitats, étanches, bien isolés, viables, pour valider des technologies martiennes. Et dans ce contexte, afin de vérifier que les synergies attendues entre l'exploration humaine de la Lune et de Mars seront suffisantes pour aller sur Mars. Effectivement, c'est pas parce que ça marche sur la Lune que ça va marcher sur Mars, hein. Surtout qu'en cas de problème, il peut y avoir une opération, urgente qui est facile à mener entre la Terre et la Lune. Ça, le trajet est pas si long. Quand s'il faut aller sur Mars, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Et concrètement, la NASA vise 30 jours de séjour lunaire avec un rover pressurisé à long rayon d'action, un schéma qui sera identique sur Mars. OK. Alors, raison scientifique, ça nous intéresse pas mal. Alors, pourquoi le pôle sud? Déjà, l'installation d'une base permanente est facilitée parce qu'il y a peu de variations de température. Effectivement, si vous êtes au niveau de l'équateur, bah, le jour, vous cramez et la nuit, vous crevez de froid. Alors qu'au pôle sud, c'est un peu plus tempéré, on va dire. Et on y trouve à la fois de l'énergie et des ressources nécessaires à son fonctionnement, au fonctionnement de la base. L'énergie sera produite à partir des pics de lumière quasiment permanents, généralement situés sur les crêtes, euh, sur des crêtes, des pics et des rebords éclairés par le soleil en permanence. Voilà, c'est un peu comme le pôle Nord et le pôle Sud sur Terre. La nuit ne se couche jamais à certains endroits, suivant la saison aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a des saisons sur la Lune. Euh, je crois pas. C'est une bonne question, ça. Je pense qu'il doit y avoir un tout petit effet, mais qui est très léger. Bah si, c'est marqué là, pendant plus ou moins 200 jours lunaires consécutifs. Voilà. Il y a des grandes altitudes sur la Lune? Non, mais il y a quand même il y a beaucoup de cratères vu qu'il y a pas d'activité géologique. Dès qu'il y a un astéroïde qui se crache, ça laisse un cratère qui reste là pendant, des milliards d'années, en fait. Heu, montagne sur la Lune. On peut regarder, hein. Liste des sommets et montagnes de la Lune. Alors, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont classés par, tac, ce serait bien d'avoir un classement. On peut peut-être regarder là. Hauteur 3 kilomètres, 3,6 kilomètres, 4 kilomètres, 4,7 kilomètres. Donc voilà, ça monte pas aussi haut que sur Terre, mais bon, proportionnellement au rayon, c'est quand même pas mal, hein. Est-ce que c'est lui le plus gros là? 4,7. Le mont Huygens. Tac, tac. Avec plus de 5 500 mètres, il est le plus haut relief, base sommet de la Lune. OK. Donc c'est le plus haut relief, mais c'est pas le point culminant, parce que il part de plus bas, en fait. Et le point culminant, c'est ça, Engelgart, sur la face cachée de la Lune. Et par rapport à au niveau moyen de la Lune, il est à 10 kilomètres. Donc si, en fait, il y a des montagnes assez violentes. Mais je pense pas qu'il y en ait des comme ça au pôle sud. Ça doit être assez rare quand même. Voilà, donc face cachée de la Lune. Et de profondeur 8 kilomètres. Donc comme il n'y a pas d'activité, ou très très peu d'activité géologique, le moindre astéroïde qui se crache, ça laisse une énorme marque qui n'est pas, érodée. Tac. Euh, voilà. Donc voilà, il y a toujours moyen d'avoir de la lumière un petit peu en permanence, donc ça fait une production d'énergie, assez constante. Si vous voulez, je zoome un peu, je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Et pour les ressources, ça c'est intéressant aussi, si on peut trouver des minerais ou même, quelque chose qui nous donne de l'énergie, ça je suis pas sûr. Le pôle sud possède plus des 2 tiers des régions lunaires les plus sombres et les plus froides, qui ne sont jamais éclairées par la lumière du soleil.
et on a de vastes quantités de glace d'eau, à partir de laquelle la NASA, semble convaincue de pouvoir en extraire de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc déjà, il y a des ressources pour les bases qui s'installent directement et puis, si on a besoin de grandes quantités d'hydrogène, si on a une sorte de civilisation qui commence à se baser non plus sur les hydrocarbures, mais sur l'hydrogène directement, en termes d'énergie, au moins partiellement, ça peut être intéressant. En plus du nucléaire, bien sûr. Voilà, donc c'est là où il y a un des plus grands cratères d'impact du système solaire, avec plus de 2 500 kilomètres et profond de 12 kilomètres. OK. Alors, le bassin est topographiquement, de composition distincte du reste de la Lune et c'est la plus ancienne structure identifiable à la surface. C'est peut-être la structure géologique la plus intéressante à étudier, car, ça contient des indices nécessaires à la compréhension de l'histoire de la Lune. Comme c'est ancien, on remonte, à la formation de la Lune a priori. On a des fossiles d'hydrogène, de la glace d'eau et d'autres éléments volatiles, datant du début du système solaire. Voilà, et peut-être un monolithe comme dans 2001, on sait jamais, hein. OK. Heu, voilà, pour l'exploitation commerciale des ressources, c'est pas le but pour l'instant. Donc il y aurait de l'hélium-3, des terres rares, mais en quantité infime et puis de toute façon, ça coûte tellement cher d'envoyer, une mission sur la Lune juste pour des terres rares, qu'on trouve sur Terre déjà. Même s'il y en a très peu sur Terre, bon, c'est quand même pas très rentable, je pense. L'article se base sur l'avis de Didier Schmitt, c'est qui ouais, alors là, je fais un peu les 2. Je vous lis l'article et puis je vous donne mon avis en même temps. Effectivement, c'est qui Didier Schmitt? On va regarder. C'est une interview, hein, typiquement ça. C'est une interview qui a été, transposée en article. Mmh, est-ce qu'il y a pas directement si je tape, Moon? Voilà, c'est lui. Il travaille à l'ESA. C'est le directeur de, l'exploration humaine et robotique à l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Voilà, donc c'est un conseiller scientifique, hein. Tac. Bienvenue monsieur Yeti, j'espère que tu vas bien. Donc là, on est en train de faire une revue d'actualité, hem et on fera la Wikibalade après. Voilà, pour notre expert à l'ESA, bah, voilà, il y avait la réponse après. Ramener sur terre des ressources depuis la Lune est une hérésie car non justifiable économiquement. Voilà, c'est ce que je vous disais et surtout éthiquement, en tout cas pour des Européens. Voilà, bah, effectivement, l'ESA prend des décisions, salut. L'ESA prend des décisions. Après, peut-être qu'il y aura d'autres décisions prises par les Américains, par les Chinois ou par d'autres. Voilà, on peut citer comme difficulté l'extraction de la glace à au moins -150 degrés. Heu, donc au plus techniquement -150 degrés. Sa liquéfaction, purification, électrolyse en oxygène, hydrogène et cetera. Ouais, OK. Donc ils sont un peu sceptiques sur l'utilisation des ressources. C'est ce que je vous disais, hein, c'est plutôt une base de lancement, la Lune, pour aller sur Mars. Après, puis, il y a le défi en soi d'aller sur la Lune, de retourner sur la Lune, c'est déjà bien, hein. OK. Hem, bah, après, hein, vous pouvez intervenir, hein, si vous voyez un truc qui vous intéresse. Il y a un article sur le James Webb Telescope, donc des détails à la surface de Titan. Un autre toujours sur le James Webb, des images des piliers de la création. Une découverte, d'une, planète, une super Jupiter. Ça envoie du rêve. Ouais, à plus, Neorig.
Tac. Sinon, on peut aller regarder, sur Science et Avenir. Donc là, il y a un article, scientifique qui a été fait sur, qu'est-ce qui se passerait si, un micro trou noir traversait la Terre? Voilà, il y a encore un truc sur le James Webb. Qu'est-ce que j'ai vu? Et sur, Science et Vie, une supernova et des jets relativistes. Ça, c'était ce que je bossais là-dessus dans mon stage de L3.